à tous. Moi je suis Pierre et ce que j'essaie de vous faire ce soir, c'est un peu le making of. Je pense que c'est plutôt ça que vous attendez. Le making of de à la fois Slack et Super. Comment on est passé de l'un à l'autre et vous expliquer un peu notre évolution technique et produit durant les 3 dernières années à peu près. Et aussi vous donner un petit peu ce qu'on a trouvé après avec les LLM, la GenAI et tout ce qu'on a développé pour pouvoir lancer Super. Nous, notre but, ça a toujours été de faire gagner une journée de temps de travail aux gens, parce que l'information elle est dispersée, elle est perdue, et les gens sont toujours en recherche de quelle est cette info pour répondre à un ticket client, quel est l'update de ces derniers customer, est-ce qu'il a payé, pas payé, voilà. Les gens sont tout le temps à la recherche d'informations. Et c'est pour ça qu'on a démarré Slack en 2016 maintenant, et qu'on a aussi fait Super. Donc on a toujours été dans cette grosse problématique de permettre aux gens de trouver l'information tous les éléments. Et donc les deux produits sont liés. Et un truc dont je l'ai très facilement, nous ce que je dis toujours, c'est on imagine une équipe en France et des pertes de télétravail incroyables, les gens peuvent partir n'importe où, et il y en a un qui décide d'aller faire un an de télétravail à Bornéo par exemple, et il est à 7 heures de décalage horaire. Son équipe reste en France. Comment est-ce que Polo peut, du coup, à Bornéo, avoir accès à l'information? Quelqu'un qui est complètement isolé de son équipe, comment il peut avoir accès aux dernières pull requests GitHub, aux updates de produits, comment il fait pour travailler en fait, de manière autonome. Il a accès aux outils, mais il n'a pas accès à son équipe. Et par contre, ça, c'est un problème qui arrive beaucoup plus régulièrement qu'on pense. On ne peut pas constamment tapoter sur l'épaule de son collègue, leur envoyer des DM sur Slack, c'est pas possible. Et donc, qu'est-ce qu'on peut faire comme outil pour résoudre cette problématique? Et donc, quand on a développé, donc ça c'est Slack, c'est le premier produit qu'on a créé. Moi, je suis CTO, donc forcément, on est une équipe de 20, donc le produit, vous en faites énormément, donc je fais un intrus dans ce meetup. Nous, on voulait faire un lieu central pour écrire. On voulait que les gens puissent aller très rapidement à leurs documents et on voulait mettre une notepad graphique et une notepad produit dans un outil qui soit en plus français. On est cofondateur français et maintenant encore 50% de l'équipe est française. Donc c'était notre ambition, à la base c'était remplacer Apple Notes, mais pour les équipes. 2018, un gros compétiteur s'est lancé, Notion en face de nous. Qui a rappelé tout le marché, mais le truc qui est cool, c'est qu'en fin de compte, à force d'essayer d'avoir une patte un peu différente de Notion, proposer pas les mêmes fonctionnalités et pas se battre à fonctionnalité par fonctionnalité, on a réussi quand même à tirer notre femme du lot et avoir des gens qui migrent de Notion vers Slack, Confluence vers Slack, des fois du Slack vers d'autres choses d'ailleurs, mais aujourd'hui on a un vrai positionnement marché un peu unique. Voilà. Les smileys, ils sont bien sous Windows. Mais le problème de la base de connaissances, c'est ceux qui vont venir l'acheter sont très différents de ceux qui l'utilisent. Ceux qui vont acheter la base de connaissances, les décideurs, ils veulent que les gens rédigent, documentent. Mais le problème, c'est qu'en vrai, les gens n'ont pas réellement le temps de faire tout ça. Enfin, ils le font tant bien que mal, mais ils demandent à des ingénieurs d'aller documenter dans un autre endroit GitHub, très bien pour eux. Le support, voilà, ils peuvent le faire si c'est une responsabilité, mais voilà, c'est assez dur pour le faire. Mais eux, ce qu'ils veulent plutôt, c'est plutôt d'aller chercher. Eux, ils veulent trouver l'info. Eux, ils ont une question en tête, c'est quand est-ce qu'on a développé cette fonctionnalité, en quelle année, est-ce qu'il y a des bugs qui ont été implantés, c'est quoi les derniers problèmes. Eux, ils veulent plutôt rechercher. Donc il y a toujours cette opposition assez forte dans cette base de connaissances. Que nous, on s'attelle en fait à toujours essayer de rejoindre, quoi. C'est-à-dire donner un outil facile pour la rédaction et des outils de recherche performants. Et donc on a une recherche qui fonctionne très bien, avec de la recherche sémantique. Mais le problème, c'est que si je fais cette recherche, donc là, il va y avoir l'exemple qui va revenir, c'est qu'on demande des questions sur les backup policy. Donc comment est-ce qu'on fait des backups chez Slack par exemple. Et donc la personne va venir avec une question et on va lui répondre avec une deuxième question, c'est voici les 10 résultats, cherche lequel est le plus pertinent. Alors nous on a un système de ranking, donc on a une base sémantique, on fait de l'anglais, enfin,
dans les recherches vectorielles, donc c'est une recherche assez performante, mais même avec ça, on laisse l'utilisateur avec pas mal de questions. Tu vas sûrement aller cliquer sur le premier choix, le troisième choix, revenir vers la recherche, et en fin de compte, cette recherche, c'est plutôt une deuxième question qu'une réelle recherche. Mais l'LM change clairement la donne, parce qu'en fin de compte, dans une base de connaissances assez complète, on a de la recherche sémantique, on peut vérifier les documents, donc dire quel document est à jour, lesquels ne le sont pas, on va pouvoir assigner des gens à certains documents. Et les LLM, en fin de compte, vont venir avoir la capacité en fait de repasser sur ces résultats. On peut leur donner encore plus d'infos. On va pouvoir leur donner carrément le contenu textuel, quand les documents ont été rédigés, la pertinence qu'on leur attribue nous, via un score qu'on cache à l'utilisateur, et les laisser former une réponse à nous. Donc en fin de compte, les LLM, vraiment, c'est la cerise sur le gâteau. Oula, c'est un peu technique. C'est la cerise sur le gâteau qui vient d'utiliser tout ce qui a été développé par Slack, mais même par les autres bases de connaissances. Et on va pouvoir produire une réponse très facilement. Très facilement, vous allez voir, c'est pas si facile que ça, mais philosophiquement, on a à peu près tout quand le LLM est sorti. Est-ce que vous êtes familier avec ce que c'est qu'un RAG? Pas du tout. Pas du tout. Ne vous inquiétez pas, moi non plus j'étais pas quelques mois, années, j'en mets très très rapidement. En fin de compte, vous utilisez tous ChatGPT, j'imagine. Vous avez tous ChatGPT, des Claude, voilà, vous voyez bien ce que c'est un LLM. Ils sont pré-entraînés et ensuite ils ont une phase de renforcement pour produire des réponses de qualité. Le RAG, c'est de dire on va contraindre le LLM énormément. Ça veut dire qu'au lieu de lui laisser toute sa liberté d'entraînement, toutes ses phases de renforcement, on va lui donner un contexte très restreint et on va le forcer à répondre uniquement sur ce contexte. Okay. Donc en fin de compte, on ne fait aucune phase de réentraînement. On vient prendre le raw LLM, le LLM comme nous est donné par ChatGPT via l'API ou via Claude. On va venir lui ajouter, on peut imaginer ça comme un énorme prompt. En fin de compte, avant le prompt, on va lui donner toutes nos sources et on va avoir une instruction qui dit réponds-moi avec uniquement ce que je viens de te donner avant. Voilà. Donc en gros, on a ce prompt, on donne les sources, on donne la question de l'utilisateur, on peut aussi sûrement la reformater, donc il y a un peu de travail à faire pour mettre tout ça en forme. On va dégager les sources qui ne nous intéressent pas, essayer vraiment d'avoir le contexte le plus à la fois large possible pour que la réponse soit pertinente et complète, à la fois la plus précise possible, parce que si on en donne un peu trop à LLM, il va aller s'engouffrer dedans et commencer à raconter des choses fausses. Des choses pas vraiment fausses, parce que c'est ce qu'on lui a donné, mais quand même, c'est pas ce que l'utilisateur veut vouloir entendre. Et donc tout ça c'est dynamique, ça veut dire que ce qui est statique, c'est le LLM et c'est la phase d'indexation des sources. Donc ils sont dans un modèle de vecteur, bref, en gros on a une représentation vectorisée de chaque portion de document. Ça c'est statique, on fait la recherche, on récupère tout et on donne ça au LLM et il nous répond. C'est une méthode qui est extrêmement facile à mettre en place. Ça veut dire que je sais que Doctolib, par exemple, a développé leur RAG en interne en un mois, par exemple, sur leur base de connaissances. C'est quelque chose qui est assez facile, en fait. Si on a les données chez soi, qu'on les maîtrise, très rapidement, il faut faire juste une base de recherche et on peut commencer à faire son RAG interne. Donc, énormément de boîtes, c'était un peu la mode juste après GPT, ont développé leur RAG interne, donc en fin de compte, leur recherche sur leur base de connaissances en interne, elle-même. NVIDIA l'a fait. NVIDIA l'a fait avec, je crois, 2 Tera de texte, de raw texte, plus des Tera de données. Ils ont fait leur RAG interne pour répondre aux questions de leurs salariés. C'était des questions, par exemple, techniques, et ils ont développé leur RAG assez rapidement. Nous, on a avancé très rapidement, ça veut dire, nous, la chance qu'on avait à Slack, c'est qu'on avait 2 chercheurs en intelligence artificielle au moment où GPT est sorti, donc ils ont tout de suite compris l'opportunité. Donc on est sorti rapidement, on a juste mis le LLM dessus, et en fin de compte, je redemande ma backup policy, directement, j'ai une réponse. J'ai plus besoin d'aller parcourir les documents. L'avantage du RAG, c'est aussi que le LLM, ensuite, avec un peu de customisation, on peut lui faire citer ses sources. Donc là, on voit les petits 1, les petits 2, ça veut dire que la réponse est sourcée. DS, un LLM, il commence à le faire, mais via des recherches internet. Avec un RAG, en fait, vu qu'on a forcé le LLM à répondre dans un corpus de texte, il est capable de pointer.
Et donc ça, c'est assez rassurant, parce qu'en fin de compte, la personne peut aller vérifier si le document qui a été utilisé par le LLM est bien à jour, est bien correct. Il peut même le mettre à jour directement, peut venir reposer la question et voir si la réponse maintenant est bien à jour. Donc ça, c'est l'extrême flexibilité de ce mode de règle. Excuse-moi, je te coupe. Ouais. Quand tu as des informations contradictoires dans la base, dans la documentation, quand tu as des doublons, est-ce que c'est sans sortir, est-ce que c'est montre en valeur, dire attention, fais gaffe, c'est pas sûr. Alors, ce qu'il va faire, c'est généralement, ça va être la partie prompting en fait. Ça veut dire, est-ce que tu veux un prompt qui te sort une réponse exacte, c'est-à-dire qu'il va essayer juste de répondre, ou tu laisses la liberté au LLM de t'en sortir plusieurs et de dire, par contre, j'ai trouvé ces deux informations conflictuelles. Voilà. Nous, on a fait plutôt ce parti-là. Donc, par contre, de laisser les deux réponses. C'est le problème quand on a une documentation de qualité passable. On se retrouve avec ce genre de problème. Ouais, alors, tu vas voir que ça va. En fin de compte, le problème, il est fois 10, fois 20, quand tu commences à connecter, pas que ta base de connaissances, mais tous tes outils. Donc, en fin de compte, l'évolution que nous on a faite derrière, c'est que, ok, j'ai une réponse là, mais peut-être qu'il y a une information contradictoire dans mon code, parce qu'en fin de compte, ça peut être documenté, mais dans le code, le backup il est schedule tous les dimanches soirs en fait. Mais dans la base de connaissances, il n'y a rien qui est mis là-dessus. On dit une fois par semaine. Dans Slack, on peut avoir aussi des reports d'erreur, dire ils n'ont pas été lancés parce qu'il y a eu une alerte qui arrive dimanche dernier. Et peut-être dans Intercom, on donne peut-être une autre info parce que le support sait que le système fonctionne un peu différemment que ce qu'il y a réellement dans la base de connaissances. Alors ça, c'est ce qui nous amenait à faire super. Et on voit que pour ta question, là c'est encore pire parce que, par contre, si tu commences à connecter tous ces outils, tu as une réponse très contradictoire. Mais en même temps, il y a sûrement des sources de différentes qualités et des sources qui ont la réelle réponse. Sûrement, moi, je pense que le scheduling, je ferais plutôt confiance à GitHub pour quand il tourne. S'il y a des problèmes, je ferais plutôt confiance à Slack. En tout cas, c'est sûr, je ne fais pas confiance à la base de connaissances. Parce que la base de connaissances, elle est assez statique et souvent, par exemple. Mais par rapport à ce que tu dis, est-ce que ça veut dire que selon la question qu'on va poser, on peut dire dans le prompt, il faut chercher ici ou là la bonne réponse, ou ça c'est pas possible? Alors, dans la version que je monte, cette version-là, je peux sélectionner des sources. Donc, par contre, là pour l'instant, on ne parle pas encore de connecter tout type de produit. Si je suis uniquement dans la base de connaissances, je peux lui donner un sous-arbre. Je peux lui dire, uniquement chercher dans peut-être ma doc à jour, peut-être dans mon Help Center public par exemple. Parce qu'en fin de compte, tu peux filtrer dans la table de recherche ces sources. Vu que c'est une recherche classique qui est en temps réel, tu peux mettre des filtres, tu peux dire même prends-moi uniquement les sources des 3 derniers mois. Comme ça, tu es quand même un peu plus sûr. Donc, ouais. Et pardon, c'est très agréable de faire ça. La dernière fois que j'ai fait, on était 200, donc je t'avoue que c'était 20 minutes chrono, donc très content d'avoir des questions. Là, c'est question technique en termes de LLM, lequel vous avez choisi derrière pour appliquer les comptes et tout ça. Est-ce que du coup, parce que là je vois que là tu as l'air d'avoir de la documentation en anglais, oui. Comment tu gères le multilingue, sachant qu'il me semble, de ce que j'avais compris, qu'il y en a qui sont meilleurs pour du français type Mistral et d'autres plutôt pour de l'anglais, donc est-ce que vous prenez deux LLM différents ou un seul qui fait? Ouais, c'est une bonne question. Dans cette version, donc ça c'est plus l'architecture qu'on utilise vraiment, mais dans ce genre d'architecture simple, nous c'était Claude Sonnet. Franchement, qui outperforme tout le monde sur la qualité de la rédaction en fait de fin. Parce qu'en fait, le LLM, sa qualité d'entraînement, on s'en fiche un peu, parce que on va venir. Ce qu'on veut en fait, nous, c'est donner une réponse de haute qualité, que la rédaction soit vraiment faite. Mais mathématiquement, il n'y a pas énormément de travail à faire, parce qu'on lui donne les sources. Donc, en fin nous, on a choisi un LLM qui était bon, je sais pas, rédacteur, quoi. Ensuite, enfin, on le voit plus tard. En fin de compte, nous on utilise 4 LLM différents. Parce qu'en fait, Sonnet c'est bien, mais c'est extrêmement cher. C'est ce que je lui demandé aussi, c'est du coup, vous faites tourner en local ou vous prenez quand même un. Non, on le host
Enfin non, c'est vous le fait même et vous en avez répliqué un qui est open source ou un truc comme ça? Non. C'est vraiment Claude Sonnet comme on le connaît, qui est hébergé via Google Cloud, mais c'est eux qui le gèrent, quoi, ils le managent. Non. Mais par contre, il est sous licence européenne. Enfin, il tourne sur le serveur européen. Voilà. Ensuite, on va utiliser, on a des tout petits modèles pour venir faire, par exemple, le calcul de pertinence sur les sources. C'est vraiment juste. On a un score qui sort de la recherche, mais en plus, il faut ajouter notre petit score. Par exemple, si la personne qui pose la question, c'est la même qui a rédigé le document, on va par exemple mettre un peu plus de score. Enfin, en tout cas, on ne joue pas avec le score comme ça, hein, mais on dit au LM, c'est cette personne qui pose la question, c'est cette personne qui la pose, voilà, et lui, il sait détecter que voilà. Mais donc ça, c'est tout petit modèle, c'est genre Gemini 2.5 Flash, c'est très très fort, très rapide, très cher. Et donc voilà. GPT, on va l'utiliser en fallback en fait, à chaque fois. Donc en fin de compte, quand on développe un Mac, toujours avoir une stratégie multimodèle ou peut-être les changer, les intervertir. Le gros problème, c'est que les prompts réalisent très différemment si c'est GPT ou si Claude. Donc en gros, on doit avoir un ensemble de modèles, un ensemble de prompts associés pour la même tâche. Ça, on a surtout le problème parce que Anthropic ont du mal à scaler leur modèle. Et donc on avait des gros downtime de modèles, on avait fallback sur GPT ou fallback sur Gemini. Voilà. Mais le problème, c'est que vous ne pouvez pas utiliser les prompts. Voilà. Maintenant, c'est des choses assez maîtrisées. Il y a des livres qui permettent d'encapsuler les prompts et faire des fallbacks. Ouais. La question de l'hébergement des données, parce que c'est qu'un certain boîte, c'est un gros sujet. Ça fonctionne comment? Parce que là, j'avoue que j'ai jamais trouvé une main vraiment dans les LLM, donc je ne sais pas comment ça fonctionne. La donnée en fait, de la boîte, en fait, et des clients, in fine, ça se retrouve au final. C'est une bonne question. Si on utilise le LLM pur, sans RAG, si on pose juste une question LLM, on peut l'avoir hosté en Europe par exemple, ou même en France si on veut d'ailleurs, et tout le monde le propose. GPT propose, le Claude propose. On a rencontré les mecs d'Anthropic hier, j'ai un fondateur qui est à San Francisco. Eux, de toute façon, ils visent sur vendre leur modèle à des entreprises comme nous, ou comme vous sûrement. C'est ça leur modèle en fait. Donc en fait, ils ont tout intérêt à les rendre disponibles localement dans toutes les régions du monde pour se plier aux législations particulières. Donc ça, c'est la première question. Les données des boîtes, elles vont où? Elles passent forcément dans les LM qui ne sont pas hostés chez nous. Enfin, nous, en tout cas, on va donner au LM ces sources-là, et tout ça va arriver au LM. Tout ça. Donc c'est-à-dire que les sources des boîtes vont être transférées dans les LM qui sont... On peut les avoir en demand chez nous, mais je connais très peu de personnes qui hostent même des LLM de cette taille-là. Je sais que par exemple, les Anglais, les services, le MI5 ou 6, ils ont des petits LLM embarqués, voilà, qu'ils embarquent eux-mêmes, mais des tout petits modèles qui ne font pas grand-chose. Des modèles de cette taille-là, ça fait des GPU, donc des cartes graphiques qui coûtent à hoster peut-être 10, 20, 30 000 pour une carte par mois. Voilà, personne n'a l'argent. Enfin, en tout cas, moi, je ne sais pas. Et donc là, toutes les données sont hébergées en Europe? Toutes les données sont. Alors, nous, on héberge ces données en Europe, et ensuite, pour la partie de computing, on envoie ces données et elles font un tour en Europe, c'est tout. Okay. Et par contre, c'est agreement de non-retention, non-training, signé avec tout le monde, quoi. Okay. Mais chiffrer tout ça. Oui, chiffré dans le transit, mais après, pour que l'aime l'ingère, il faut qu'elle soit en faire, quoi. Ouais. Là, de toute façon, la problématique principale, je pense que toi tu penses, c'est que les données sources ne soient pas réintégrées dans le système du LLM et que ça ne parte pas aux autres. Ouais. Et ça, on est assuré qu'il y a ça, c'est absolument assuré. C'est un cachet. Je pense pour un client comme EDF qui a des centrales nucléaires. Ouais. Il a besoin de savoir que c'est. Ouais, c'est clair. D'ailleurs, nous, on a dû passer là les certifs IPA, donc limite, c'est grade médical de sécurité en fait. C'est limite le grade bancaire et là, on est en train de finir la certification parce que je nous demande. Mais en fait, on a eu presque aucune notification à faire pour les avoir, les certifications, parce que ils ont bien compris que pour le vendre. C'est un critère pour certains clients. Ah ouais, nous là, on a les 10 en ce moment. Ouais, les 10. Voilà. Ils demandent ça donc.
Et donc on voit qu'on a besoin, donc ça on est encore chez Stripe là, et la transition vers Super, ça nous fait dire qu'en fin de compte, le gros problème qu'on a, c'est qu'on a de l'information dans notre base de connaissances, mais il nous en manque. Dans notre CRM, dans notre support client, on en a partout, et donc c'est pour ça qu'on a lancé Super. On va lancer Super en mai. Donc voilà, maintenant je suis officiellement CTO de boîte, hein, donc ça c'est super. Donc l'avantage c'est qu'on a utilisé tout notre hosting, on avait déjà les modèles, on avait déjà tout, donc en fait il fallait juste extraire ce moteur de recherche et venir le brancher sur pas que Slack, mais plein de sources. Et c'est ça qu'on a fait durant à peu près 8 mois. En fin de compte, la base de connaissances, c'est plus juste Slack, c'est plus juste Notion, ça va être pour l'instant on a une grosse vingtaine de sources. Et la recherche sémantique, on a fait fonctionner sur ces 20 sources. On respecte les permissions. Et en gros, ce qu'on fait, c'est qu'on va limite en fait indexer, comme on aura indexé notre propre base de connaissances, mais on va venir indexer tous ces outils-là. En gros, on les crawl, on les indexe, on met les permissions qui vont bien, et donc en fait on a la même base de recherche sémantique pour tous ces outils. Voilà. Et package complet, donc on discutait, SOC 2, on est tout hébergé en Europe, et voilà, y a pas de, c'est les mêmes conditions de sécurité pour Super qu'on avait sur Site, donc on n'a pas eu à passer aucune certification, parce qu'on avait la même infra. Et le but, ça va être aussi d'ouvrir, ça veut dire on va pouvoir poser des questions sur ces outils, mais aussi on va pouvoir poser des questions directement dans Slack, directement par exemple, sur des sites web après. Ça va vous faire une démo après, parce que c'est un peu compliqué à comprendre sans image. Une question, comment sont gérées les permissions dans ton RAG? Parce que finalement, le RAG va indexer encore plus de données que tu veux, ton élève va indexer encore plus de données, mais comment derrière les permissions vont être prises en compte? Eh bien, en fait, si on prend l'image de RAG, en fait, quand la seule chose qui est statique, c'est les sources. Par contre, c'est quand je vais venir stocker mes sources dans ma recherche, c'est là, par contre, que je dois mettre mes permissions. Donc, en gros, chaque document, on associe une audience. D'accord? Donc, en fin de compte, l'audience peut être un utilisateur, peut être toute la boîte, par exemple, parce que, par exemple, GitHub, on n'a pas encore eu le cas, mais généralement, le repo GitHub est assez ouvert dans la boîte, hein, c'est quand même l'information qui est publique, quoi. En tout cas, les discussions sur les pull requests, il y a des gens qui veulent ajouter un peu de sécurité, mais voilà. Donc, GitHub va être complètement ouvert. Par exemple, Jira, on fait Confluence. Donc là, c'est des données plus sensibles où on va aller prendre les permissions qui sont dans ces outils-là et les réappliquer au moment d'indexation. Donc, on indexe avec les permissions, et dans le moment de retrieval, donc on va aller extraire les sources pour bien aller les donner au LLM. Bah là, on applique les permissions de l'utilisateur quand on va poser la question. Et donc, l'utilisateur va recevoir uniquement la réponse avec ses permissions. Ce qui pose des petits problèmes, parce que, en tout cas, on ne peut pas faire autrement, parce qu'en fin de compte, ils peuvent avoir des réponses tronquées ou des fois incorrectes. Mais c'est normal parce qu'ils n'ont pas accès à plus d'informations que ça. Mais c'est comme ça qu'on assure les permissions, en tout cas. Et donc ça, c'est le retrieval que vous avez implémenté en prenant en compte les permissions, c'est quelque chose qui est built-in Enfin, alors c'est pas built-in du tout, mais quand tu fais un moteur de recherche privé, enfin je veux dire dans un outil, c'est le même système de permission qu'un moteur de recherche classique en fait. Quand tu mets une audience sur tes documents et quand tu viens attaquer ton moteur de recherche, tu dis qui tu es ou à quel groupe tu appartiens. Pardon, j'ai une question. Vas-y. Là, c'est un peu naïf parce que du coup, je ne vois pas comment fonctionne cette partie-là. Comment ça marche ton moteur d'indexation? Comment tu lui dis, par exemple, va me crawler tout mon Slack? Ça marche comment techniquement? Techniquement, je suis en plein dans ça en plus. Donc là, je suis resté petit article toute la journée en train de faire ça. Techniquement, tu viens, un admin de Slack vient, il appuie sur connecter mon Slack. Alors, et nous après, on vient et on crawl tout le Slack. Voilà. Mais avec un script Python fait à la mano ou... Avec un script Python, avec l'API de Slack, quoi. D'accord. Ouais. Ok. Ouais, on vient obligé de faire un connecteur pour chaque. Ok. Pour chaque source. Et puis des fois, par exemple, des fois Jira et des boîtes qui ont 10 comptes Jira différents, cloud, backlog, ils vont bien connecter. Toute leur configuration, ils vont faire présenter. Ça marche.
Ouais. Et est-ce qu'il y a moyen, du coup, derrière, en fait, de retrouver en gros des informations type métadonnées sur ce qui s'est passé? Est-ce que tu peux lui dire combien est-ce que Florian lui a fait de messages hier et... Ouais. Ouais, d'accord. Du coup, éthiquement parlant, c'est moyen. Pourquoi? Ouais, ça veut dire que tu peux surveiller tes employés facilement avec ton. Ah ouais, bah après. Bon, c'est un peu chercher la merde, pardon, la question est peut-être pas arrêter. Ah non. Non, mais c'est un truc que tu peux déjà faire avec les pays de Slack. Ouais, c'est ça. Un administrateur Slack. En fait, un administrateur Slack peut le faire. Tu as déjà accès à toutes les infos, tu vois, de Slack, donc ouais. Même, tu vois, dans Linear, aussi sur du ticketing, bah, là, c'est encore pire, parce que tu peux dire quel est le développeur, d'ailleurs, la question c'est fausse, le plus productif, c'est celui qui a fermé le plus de tickets. Ouais. Ou le plus vite avec le moins de points possible, enfin, quel meilleur exactement. nombre de points normal. Ouais, tu peux utiliser le nombre de points consommés. Ouais, donc ça on est capable de le calculer, mais tu peux déjà le faire sans nous. C'est juste que bah, ça va beaucoup plus vite parce que tu as juste besoin de l'écrire en texte. Quoi. Ah, ouais. Donc ça c'est une démo. Alors, non. Alors, attends, est-ce qu'il n'y a pas. Non. Non. Peut-être en sortant de la présentation. C'est sur les tiennes. Ouais. Bon, en fait, j'ai la vidéo direct. Donc ça, c'est la démo de Super. Donc c'est le moteur, c'est le premier moteur qu'on a sorti en anglais. C'est un. Tu peux casser le papier avant. Je vais changer de laptop. Non mais c'est pas grave, franchement. Bon, ça va? C'est récent? Ça va faire une démo en live, je sais pas la vidéo. Du coup, tu cherches avec le Super? Bah, non, j'ai pas tout dedans. Hein. Tu sais, j'ai pas de net là, donc. Ah, vous cassez? Ouais. Mais moi j'ai pas. Avec quoi, la Chromecast? Ouais. Moi j'ai pas exprès. J'ai fait après, moi j'ai pas de place. Là, on revient. Je sais pas. Est-ce que je l'ai fait à mis dessus? Ah oui. Je crois que je l'ai mis dessus. Ouais. J'ai vidéo YouTube. Ça fait comment? Alors, elle est privée. Je vais retirer son email. Go. Hop. Ouais. Je peux pas aller. Donc là, ce qu'on va voir, c'est la démo de Super. Donc on va refaire la même question. Donc c'est quoi notre backup policy? Mais là, avec Super, maintenant on a connecté tous nos outils, on a connecté Intercom, on a connecté GitHub, on a connecté tous les outils Slack. Et on va voir la réponse. On va faire un truc plus compliqué aussi, c'est pas qu'une question, on va poser 3 questions en une. On va demander c'est quoi la backup policy, est-ce qu'il y a des problèmes récents qui sont arrivés avec le backup. Et dernièrement, ouais, est-ce que les gens demandaient plus de choses sur les backups? Ils ont besoin de plus de fonctionnalités. Donc là, c'est les 3 questions. Je lance la recherche.
Là, on découpe la recherche en plusieurs, très automatique. Là, c'est le mode un peu debugging pour que l'utilisateur voit que derrière, on peut faire de la recherche. Vu que c'est récent, on doit inférer la date de recherche. Et là, on peut directement. Normalement, nous, c'est à peu près, il faut qu'on commence la réponse en 15 secondes. C'est un peu notre marque de qualité. Et voilà. Et donc là, j'ai une réponse assez complète. On voit qu'il a utilisé Intercom au final. Je pense pour les dernières backup requests. Donc on voit les tickets linéaires où les gens, les tickets Intercom où les gens font des demandes. Les limitations sont de notre Help Center. Et on a utilisé Slack. Parce que aussi on a diffusé des clients dans Slack. Et voilà. Je sais pas si on peut revoir. Vas-y, au pire, remets à la fin, on vous laisse ça. Et donc en gros, là ce qu'on fait notre rag, on a découpé la requête, on a mis un temps, et là on a les instructions qu'on donne au LLM. Elles sont un peu plus longues que ça, mais là on fait un truc un peu plus générique pour que les gens comprennent. On lit toutes les sources, et je sais pas si vous avez vu au début, je crois qu'on a comme 50 sources, et en fin de compte, petit à petit, on les réduit pour uniquement écrémer et garder celles qui nous semblent pertinentes. Donc en fin de compte, à la fin, on doit lire une vingtaine de sources pour produire notre réponse. Voilà. Ça, c'est la première version. Je vais vous faire la deuxième, parce que mais j'aime très similaire à ça. Mais on va voir un peu l'évolution ensuite de comment on peut aller plus loin. J'ai une question. Ouais. Plus sur GoToMarket. Oui. Déjà, d'une part, est-ce que c'est commercialisé aujourd'hui? Oui. Ouais. Et qui sont vos acheteurs? Est-ce que c'est des gens qui ont déjà Slack? Non. Non, en fait, c'est soit des gens qui viennent pour les deux. En fait, on a créé le deuxième produit parce qu'on voulait le vendre uniquement. Slack, voilà, on avait notre marché et qui est petit parce que Notion a pris une part du marché, Confluence est déjà là, Dollar est déjà là. Donc c'est pour ça qu'on a fait un deuxième produit, super, et en fin de compte, la chose qu'on vend le plus, c'est des gens qui viennent prendre les deux parce qu'ils ne sont pas du tout équipés en base de connaissances et ils se disent en fin de compte, il va falloir que je fasse de la recherche dans mes outils actuels, mais il faut que j'ai une base de connaissances pour quand même mettre ma documentation en fait vérifier que j'ai jamais fait. Donc les gens viennent acheter les deux. Ce qui leur revient pas très cher en vrai, mais voilà, c'est plutôt ça le marché. Et après, c'est des gens qui utilisent uniquement Super. Voilà. Hier, on a vendu un Lush, donc les cosmétiques et savons, qui ont pris le bundle, qui ont pris Slack et Super pour tout le monde. Ouais. Vous avez des fonctionnalités qui permettent, si Super arrive à chercher dans tout un tas d'outils, pour justement aider à produire derrière la connaissance pour la pousser dans Slack c'est un très bon développement, on se retient de le faire énormément, mais oui, ça va être un niveau pour l'année prochaine. En fin de compte, on a déjà quelque chose, alors on ne parle pas là, mais ça a été intéressant où une réponse peut être décevante. Est-ce que bien elle est décevante parce que l'information peut nous faire là. Quand on imagine une équipe de 200 personnes, les gens peuvent venir reporter le fait que la réponse n'est pas bonne. Mais en fin de compte, c'est pas du tout le problème du LLM. C'est pas le LLM qui répond mal, c'est juste que l'information n'est juste pas disponible. Donc ensuite, on a une partie dans Super de gestion des réponses manquantes, où les gens vont pouvoir aller s'assigner ces besoins et aller compléter leur base de connaissances. Ça peut être des fois, c'est même supprimer le document du coup, parce qu'il y a un document qui pollue la recherche, donc ils vont aller la nettoyer, ou ils vont ajouter une documentation. Voilà. Forcément, l'étape d'après, c'est directement aller pointer où il faudrait mettre à jour l'information et suggérer des modifications. On a fait un proto en interne, c'est marrant, mais ça marche très bien. Mais après, on peut pas avoir fait la connaissance. Ouais. Oui, non, je disais, parce que je travaille plus sur la partie data, avec j'ai des problèmes de définition de données. Du coup, c'est vrai que des fois, je me disais, est-ce que je peux pas repartir du code pour avoir une proposition? Ce qui va poser problème, c'est avec le contexte, parce que pas forcément je le contexte, effectivement, pousser la donnée à quelqu'un pour qu'il complète. Il y a une boîte qui s'appelle Granola qui fait exactement ça. Non. Utilisé hier, je connaissais pas du tout l'outil, je l'ai découvert hier. Ouais. Fantastique. Ouais, c'est fantastique. Donc eux, justement, ils partent de sources, ils viennent créer une documentation. Voilà. Alors, par contre, nous on est très proches, ouais. En fait, alors surtout qu'en plus on parlait de hosting de LLM, il y a un
truc qu'on peut faire avec les LLM pour payer quand même moins cher. Vu qu'on est en constante utilisation de LLM, on peut préacheter une consommation continue sur un mois en fait. Ça coûte extrêmement cher. Et en fin de compte, nous on a tellement des spikes de machin qu'en fin de compte on pourrait réserver un usage mensuel et faire tourner par exemple un générateur de base de connaissances la nuit quand on a des périodes de creux et j'ai généré ou moins suggéré mais voilà. Du coup, si pour compléter un petit peu, alors en fait, j'ai un petit peu une question qui me venait initialement. Ouais. Mais à défaut d'avoir un backlog en fait, un interne à Super, je sais pas comment on planifie ça, est-ce que c'est pas possible d'envoyer brut une formation, comme quoi elle n'est pas complète, dans un ticket Jira, tout dépend. Oui. Okay. Ouais, c'est possible. Ouais, c'est possible de connecter. Ah non, c'est possible de faire aujourd'hui, mais on pourrait clairement le faire. Oui, voilà. Ça serait. Ouais. Moi j'ai une question par rapport aux 15 secondes de réponse. Comment vous faites en fait, pour réussir justement à attendre ce temps? Est-ce que vous crawlez la donnée, par exemple la nuit, on continue. Okay. Tout le temps. On a plein de workers, une ferme de monstres qui crawlent tous les trucs. Alors après, une fois qu'on a fait une indexation initiale, on s'abonne uniquement aux mises à jour. Et puis on vient faire des mises à jour incrémentales. Mais quand la personne vient faire la recherche, il n'y a aucune requête qui part au produit connecté. Tout est fait en interne chez nous. Ouais. Mais d'ailleurs, je pense que les gens vous avez sûrement entendu parler des MCP. Je fais une slide dessus pour montrer la grosse différence en fait, parce que le problème des MCP, c'est je fais séquentiellement une requête par une requête, ça prend beaucoup de temps. Là où nous, vu qu'on fait compte, on a toute la donnée. Et l'avantage qu'on a, c'est qu'on peut faire une recherche. En fin de compte, on a tous ces documents en même temps. Donc, en fin de compte, on peut même pondérer Slack, VS Notion, VS machin, et la pertinence va être dans le moteur de recherche avec tous ces trucs inclus. Alors que si on fait une recherche un peu disparate, en allant sur un produit puis l'autre, ça serait compliqué. La phase de pertinence, c'est pas facile. Et le gros problème, c'est, vu qu'on n'a pas de base vectorielle, on n'a pas de recherche sémantique qui est pondérée de la même manière selon les outils, ça c'est le problème aussi. C'est-à-dire que nous, vu qu'on les indexe dans le même espace vectoriel, tous les documents, on peut faire une recherche parallèle. Mais là, on n'est pas sur les produits, je pense, les autres. Et du coup, dans votre approche, la qualité de données par outil, elle doit être dépendante de chaque client. En fait, dans notre Slack, on va rien trouver, ça va pas être fiable. À chaque fois que vous arrivez chez un client, ça fait partie. Alors, nous, on fait pas grand-chose, on les laisse faire. On a une énorme interface de gestion des sources. Pour en fin de compte, nous, c'est vraiment le gros credo qu'on a pris. C'est on connecte une source, et ensuite les gens peuvent aller sélectionner par exemple les channels Slack qu'ils veulent écouter. Donc en fin de compte, ils peuvent mettre tous leurs Slack channels, mais par défaut, nous, on ne les sélectionne pas tous par exemple. On ne sélectionne même aucun, je crois. Et on les laisse aller, vraiment aller un petit peu, dire ça c'est ce que je vais écouter, ça pareil pour les Team Jira, pareil pour, même dans Notion, on peut aller précisément aller choisir quel art ils veulent écouter et pas les autres. Voilà. C'est la philosophie d'un RAG de manière générale, c'est plus ton RAG il est propre, plus la donnée qui sort est propre. Exactement. Le gros problème de ça, c'est que les gens, quand ils arrivent, ils ont envie de tout mettre avec. Est-ce qu'ils ont possibilité de pondérer justement les différentes sources pour dire celle-là qui est plus une source de vérité que celle-là qui est peut-être moins à jour? En fin de compte, quand on s'éloigne de RAG, alors après, le RAG c'était un peu avant, maintenant les gens on parle plutôt de recherche agentique. Au final, on ne fait pas une grosse recherche comme ça. Par contre, on va plutôt des agents qui vont faire des recherches indépendamment et ramener les résultats à un espèce de coordinateur central. Et en fin de compte, quand elle ramène cette donnée de chaque outil, elle vient dire j'arrive d'Intercom par exemple, attention, c'est une base d'interaction avec des clients, donc l'information peut être fausse parce que. Mais il n'y aura pas un score réellement donné. C'est plutôt l'agent, quand il va ramener, il va dire voilà ce que j'ai trouvé dans telle source, avec une fiabilité qui est médiocre parce que c'est pas mais pour l'instant, on n'a pas fait plus que ça. Et donc, c'est l'agent qui orchestre les agents qui vont recruter dans les sources, et lui gère cette pondération. Exactement. Ça c'est super, les
fois, on a plus un gros RAG, plutôt des petits RAG, qui vont faire indépendamment des requêtes, les ramener, et il y a un espèce d'agent central qui établit un plan, récupère tous les agents lui donnent, des fois recrée un deuxième plan, parce qu'il n'y a pas assez d'informations par exemple, ou il y a des informations contradictoires, et donc il dit va chercher là. Donc ça prend un petit peu plus de temps, donc on est plus à 15 secondes, on est à 30 secondes, mais la recherche est beaucoup plus performante, la réponse est bien qualité. Et par exemple, du coup, ça rejoint un peu ce qui est demandé, un des orchestrateurs, c'est le long terme, on ne peut pas lui dire un moment de. Parce que dans Slack, il y a forcément plein de bruit en fait. On ne peut pas taper 3 quarts, on n'a rien à foutre, mais tous les gens qui disent attends, je cherche, des trucs comme ça, il n'y a pas moyen de préfiltrer tout ça et de dire je ne le prends pas parce que ça ne nourrira pas ma base de connaissances, que c'est pas pertinent. Oui, si, c'est clair, mais ça n'a aucune valeur sémantique en fait. Non, ça n'a pas de valeur sémantique, mais en même temps, quand tu vas chercher par exemple backup policy, tu vas être très peu embêté par tous ces mots parce qu'en fin de compte, ils ont dans l'espace vectoriel, ils sont assez loin, ils ont ils sont relativement pas en relation avec la question qu'on est en train de poser. Et de toute façon, les moteurs de recherche aujourd'hui sont tellement performants qu'ils ne se laissent absolument pas polluer par ça. Ok. Ouais. C'est peut-être trop dans le taille, ça dépend de la taille de tes vecteurs. Tu peux les polluer selon la. Tu trompes ton système, ça peut être plus ou moins élevé quand même. Ouais, c'est clair. Mais c'est aussi aux gens un peu de connecter les bons trucs. Et aussi, en fait, dans Super, on peut aussi préconfigurer des assistants. Donc, par exemple, s'il y a un assistant qui est uniquement sur de la réponse, par exemple, au support client, cet assistant, il n'y a pas de chercher dans Slack. Tu vois. Et donc, du coup, tu peux aussi être beaucoup plus directif avec des assistants. Donc, tu peux connecter énormément de choses et ensuite dire attends, je vais donner un assistant pour mon équipe commerciale, par exemple. Mon équipe commerciale, je veux pas qu'elle entende absolument d'infos. Par un agent pour paramétrer. Nous, c'est ce qu'on a. Hein. C'est-à-dire que les assistants, pour créer un agent, un assistant dans Super, on a un petit chatbot pour leur dire il va sélectionner exactement les sources, il crée même le prompt. C'est pas parfait, mais. Et pour la partie agentique, vous utilisez un prototype du marché, vous avez un framework. On utilise Langchain, Langgraph, voilà. Ouais. On écarte dessus depuis 6 mois maintenant. Ça marche très bien. Ça marche bien. En tout cas, ce que je conseille d'utiliser. On a une suite de tests aussi dedans pour éviter les régressions, tester les nouveaux prompts, et on déploie des prompts en production grâce à eux pour voir justement sur les cohortes de test, est-ce que les prompts qu'on va donner sont meilleurs que les précédents. Il y a très peu d'outils il y a un an, maintenant eux font un super taf sur ça. Et à ce sujet, on arrive à passer à la suite. Non, mais c'est après il y a comment tu testes un prompt? C'est des humains, une équipe de QA, de prompteurs, des trucs comme ça qui va vérifier qu'un prompt, parce que tu disais tout à l'heure, c'est intéressant que vous aviez les 4 LLM, du coup que chacun ne réagit pas de la même manière au même prompt, donc comment tu valides un prompt? Nous, c'est humainement. C'est humainement. Franchement, pour l'instant, vous avez une métrique qui vous dit à un moment, ok, on le valide, ou c'est. La métrique du CEO, Ok, ça marche. Il est pré-produit, donc c'est lui notre CPO, voilà. C'est lui qui gère la qualité des réponses. Et, mais ça peut être un travail collaboratif, parce que des fois je sais qu'on les exporte dans Google Drive et on rank, parce qu'on a une équipe de quoi, on sont 4 à faire sur l'auteur, et il note les réponses à l'aveugle. Voilà. Sur des subsets, 30 réponses. Qu'est-ce qui est mieux, et après on regarde ce que c'était mieux. Voilà. Okay. Mais les LLM, on les utilise pour des tests d'agents assez précis. Donc j'ai un agent bien défini qui va juste faire une requête par exemple dans Linear ou dans Jira. Et là par contre c'est assez facile de tester genre est-ce que l'info attendue est présente et bien formatée. Il le fait très très bien lui et pas besoin de plus quoi. Mais c'est la partie orchestration et c'est surtout la partie rédactionnelle finale. Ce qu'on fait compte c'est la partie produit pour nous
la recherche est importante, mais c'est très technique. Mais nous, la patte de notre produit, c'est réussir à avoir un front où toutes les réponses sont plutôt bien formatées, présentées, assez complètes. Et c'est voilà, c'est ça qui est très bizarre avec développer un produit de telle manière, et c'est que l'interface, c'est ce que le LLM donne, quoi. Donc une espèce de design de la réponse, quoi. Donc ouais, pour l'instant, c'est franchement, on a déjà beaucoup parlé de ça, donc ça c'est vraiment sur la démo qu'on a vue, qu'est-ce qu'on fait? Là, on a une grosse question, on a deux questions, on découpe. Donc là, on a un petit LLM qui vient découper la question en petite recherche sémantique. Donc là, on voit qu'en fin de compte, d'une question, on va inférer plusieurs recherches sémantiques. Et je vais regarder quelles sources sont sûrement les plus pertinentes pour répondre à cette question-là. Donc en fin de compte, façon un RAG, maintenant qu'on a un espèce de recherche agentique, on voit qu'en fin de compte, on va pouvoir créer à peu près 7 agents V1 comme cette première phase. Donc là, on a un planeur qui va dire fais-moi ces 4 recherches, plus mes 3 agents par outil pour venir chercher. Appel API, vraiment des appels API là, parce que c'est vraiment, par contre, c'est des appels, je sais plus, on stocke la donnée, c'est toi qui me disais ça, on stocke la donnée de chaque issue, donc dans notre moteur de recherche sémantique, on a aussi la donnée stockée, donc on va pouvoir faire une recherche précise pour faire des graphiques et tout, donc on fait à la fois la recherche sémantique plus la recherche par outil. Ensuite, on va évincer une partie des sources, on score certaines, donc celle-ci c'est vraiment celle qui était retenue comme la meilleure, et on donne tout ça au LLM. Donc par contre, c'est un peu la suite du RAG qu'on a vu tout à l'heure. Donc par contre, le RAG, c'est vraiment ça qu'il prend. C'est cet ensemble de corpus, des scores, un prompt rédactionnel, et on lui demande de répondre. En plus, on va pouvoir lui demander aussi des artefacts. Donc on peut lui demander, là c'était pas le cas pour on peut lui demander de nous générer un graphique par exemple, on peut lui demander de générer un code si besoin, un email, voilà. Il y a un agent qui vient inférer le fait qu'on veut une représentation qui n'est pas textuelle mais qui est graphique. Ça c'est un exemple d'artefact graphique où en fin de compte de l'évolution des bugs reportés. C'était un peu la question de tout à l'heure, ça peut être la complexité des ingénieurs. Voilà, donc là il arrive à calculer en 15 secondes du coup l'évolution des bugs sur les derniers. C'est l'agent qui décide s'il va mettre un graphe ou pas. Ouais. Voilà, c'est pas, il n'y a pas de comme ça. Après, je peux leur aider. S'il juge que c'est pas nécessaire, il ne le fera pas. Ouais, il ne le fera pas. Voilà. Et du coup, tu as un agent par source, donc Jira, Slack, etc. Et après, tu as un agent qui va être spécialisé, lui, sur le formatage de la réponse. Ouais. Ok. Exactement. Ouais. Et en fin de compte, on imagine ce grand coordinateur, ce grand maître de l'univers, qui fait le plan, qui gère ses petits agents. Chaque agent peut même mieux en avoir plusieurs. Par exemple, l'agent Linéa, l'agent Jira, peut avoir extrêmement connaissance qui est dans Jira, donc on peut même lui, ça, parce qu'ils ont des agences, des outils, des tools qu'ils vont avoir à sa disposition, lui décide d'aller récupérer les gens qui sont assignés sur les issues par exemple, mais ouais, il faut vraiment voir que c'est cette processus de graphe qui est puissante et le coordinateur central, quoi. Et avoir après décider comment t'orchestres ça, quoi. Est-ce que tu veux que il peut boucler un sacré paquet de temps, hein, parce que s'il n'est pas content, il va pouvoir, nous, par exemple, pour l'instant, on ne boucle pas. Il fait un plan, on complète le plan, on donne, voilà. Mais vous pourrez imaginer que le planeur boucle. Au final, ça c'est pour montrer qu'il n'y a pas comme output uniquement un chatbox, ça c'est un email qu'on envoie. Donc là, on va configurer l'envoi d'un digest par email quotidien, hebdomadaire, qui est basé en fin de compte sur une recherche aussi. Mais là, on va pouvoir exposer le contexte, donc faire une recherche beaucoup plus large. Et donc nous, par exemple, on reçoit des updates de tout ce qui s'est passé dans Slack dans la semaine, et on lui demande de sous de gueule, la paradoxe de la stabilité, l'arrivée à son bout de chiffre, parce qu'en gros, voilà. Donc il peut avoir un acte humoristique. Ça, c'est l'email un peu drôle. En vrai, par exemple, on a un email pour les sales qui leur fait un rappel le lundi matin, des clients à aller opiner. Et là, l'avantage, c'est qu'on peut avoir des agents beaucoup plus longs, qui peuvent durer quelques minutes même. Donc en compte, on a la capacité
capacité d'avoir beaucoup plus de contexte et du coup de faire des tâches plus complexes. Ouais, après, une fois qu'on a son moteur, on peut le découpler en plein d'étapes. Donc nous on a un skill bunk où en gros, vous avez déjà dû avoir des caméras de sécurité demandées par des clients, des choses comme ça, ou des product requirements qui sont demandés, voilà. Bah, nous on a un tableau, quand on utilise le moteur, on pose toutes les questions et elles sont répondues de manière séquentielle en parallèle. Donc, et après on peut copier-coller et envoyer au client. C'est le même moteur, et en plus, on va faire la réponse au client avec les sources. Donc on a les réponses ici et les sources qui sont données pour. Par exemple, je peux avoir une application, un public center, et je peux même lui donner les quotes de ma documentation publique pour justifier que. Ou par exemple, si je suis SOC 2, lui dire, vu que je suis référencé SOC 2, regarde la policy SOC 2, je suis bien sécure. Et enfin, on peut même injecter des boutons sur des websites et directement avoir un assistant sur la page d'un site. Donc là, en plus de tout ce qu'on a connecté, on va venir attraper le contexte de la page sur laquelle on est et le donner au LLM en plus. Donc par exemple là, le RAG, c'est mes sources, ma question, plus le contexte de ma page, plus un assistant, ce que je veux, et je vais avoir ma réponse directement dans une extension Chrome qui vient s'intégrer. C'est le même moteur derrière. Ça, c'est nos revenus. Je n'ai pas mis des optimistes, mais bon, vous croyez que ça grandit bien. Ça, c'est le lancement de slide. Et ça, c'est le lancement de slide là-bas. Très bien, de faire de base de connaissances. Vous pouvez voir que ça très bien ce moment-là. Puis mon premier enfant ici, c'était toujours aussi. Et là j'ai mon deuxième là, mais ça allait mieux. On a eu une courbe comme ça. Là, on a lancé HBA Slide, donc la première recherche BI, juste de slide. Et là, c'est le lancement super et ça grandit beaucoup plus vite. Donc, c'est très bien de faire de base de connaissances. C'est beaucoup plus facile comme produit. Parce que les gens doivent tester plus rapidement. Base de connaissances, nous, c'est 1-2 mois de test, les gens doivent importer, ils doivent savoir qu'ils doivent changer là, un petit comme super, en 30 minutes, les gens testent. Voilà, ils voient la valeur. Plus simple à ouais, là, c'est vraiment. Si vous voulez retenir, ils vont bien répéter. Pour un RAG, l'important, c'est source de qualité, avec des scores, moteur de recherche vectorisable, avec des vecteurs. Le mieux, c'est d'avoir une recherche hybride, donc venir faire une recherche sémantique, mais aussi ingérer de la donnée qui est réelle et pouvoir faire des calls API ou des calls très précis pour la source d'être à jour. Contraindre énormément pour ne pas avoir l'hallucination. Et une feedback. Ça, c'est le dernier slide, je crois. Et les MCP. Alors, les MCP, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est dans Claude ou dans GPT, j'ai la capacité de connecter des sources, donc Google Drive par exemple, ou Jira ou Intercom, et que mon LLM aille utiliser des outils qui sont exposés par ses services durant sa réponse. Et donc, comment ça se passe? Il va commencer sa réponse, aller interroger un premier service, lui dire tiens, le backup policy, est-ce que tu as de l'info? Le premier MCP va dire non. Il va aller sur le deuxième service, il va dire non. Lui, il dit oui, j'ai un peu de réponse. Oui, tiens, je te les renvoie. C'est très long, très séquentiel. Il n'y a pas de réponse, il n'y a pas de respect vraiment des permissions non plus. Donc, par exemple, si on connecte une base de données, tout le monde a avoir accès. Il y a la base de données de MCP. Le MCP, ça sert pas aussi à deux agents communiquer entre eux? Ça peut, ouais. Mais du coup, tu as le même problème. Enfin, en fait, par exemple, nous, les gens viennent aussi nous acheter Super, parce qu'en fait, on expose Super comme en MCP aussi. Donc, mais oui, ça permet à deux agents de communiquer. Mais d'ailleurs, nous, on va intégrer les MCP dans Super, enfin, c'est évident. Mais le problème, c'est que si tu viens pour faire de la recherche, bah, le MCP est limité. Moi, je pense que le MCP a clairement une valeur pour faire de l'action. On disait par exemple, si tu ne trouves pas de réponse, crée-moi une tasse Jira par exemple. Voilà. Nous, je pense peut-être qu'on ira, mais je pense que c'est une mauvaise idée. Nous, on fait que de la recherche, on va faire de la recherche performante très rapide. L'action, on va plutôt intégrer des MCP dans Super et laisser les autres faire les actions, on ne pourra pas aller dans ce domaine-là. Vous avez des concurrents à l'heure actuelle sur ce sujet-là? Énormément. Ils ne sont pas tous très connus encore, même pas du tout. Donc, mais ouais, il y a Dust en France, qui est énorme, et Dust, il commence à être beaucoup moins dans la recherche, plus dans la génération quand même. C'est vrai que nous aussi, on se ressent beaucoup sur la recherche. Il y a Glyn aux États-Unis, énorme.
c'est 80 000 euros, 80 000 $ par an, le contrat de base minimum sans support. Voilà. Voilà. Donc, ouais, les gens, il y a 2 boîtes qui étaient concurrentes qui viennent de se faire racheter. Sana, je ne sais plus l'autre aussi. Donc, ouais, il y en a plein. Donc, justement, tout le problème de positionnement est hyper important. Tout le monde dit turn your company data into agent, voilà, tout le monde met n'importe quoi sur ses homepages et personne ne comprend. Donc, mais nous aussi, genre, vous allez sur une page, franchement, on ne comprend rien du tout. Donc, il y a un problème de positionnement. Donc, on commence, moi, ce soir, on est en une recherche d'entreprise, par exemple. Je pense que nous, on va se concentrer sur ça uniquement. Et le reste, génération et tout, on va sûrement en faire, mais on va jamais le mettre en avant. C'est sûr que ChatGPT, par exemple, vont faire de la génération de documents pour entreprise où tu peux plugger ton drive et créer ton prochain template. Donc, ça sert à rien d'y aller, quoi. La recherche, c'est pas sûr. Non, en soi, c'est déjà plus ou moins possible. Si on automatise un peu avec du N8N ou du Make, on peut déjà générer des templates ou des trucs comme ça. Ouais, exactement. Mais eux, leur pseudo, ça va être que tu restes dedans et que tu puisses le faire, tu vois. Ouais. Là, Anthropic le fait aussi, ils poussent la vente de comptes en prime. Et vous êtes pas en contact direct avec les moteurs de recherche, justement, les Algolia, les outils comme ça, qui peuvent aussi sur cette gamme? Ouais. Non, pour l'instant, on n'entend pas. Ça va changer. Ouais. Pour l'instant, on n'entend pas trop. On est en concurrence avec Dust, beaucoup. Dust, Glean, Notion AI, en vrai. Parce que les gens qui ont Notion, maintenant, on peut connecter des connecteurs. Donc, ouais, le domaine, mais ce qui est cool, c'est que par exemple, sur la base de connaissances, ou par exemple le chat en entreprise, c'est un milliard d'écoles. Enfin, pratiquement, genre Slack, ils n'ont pas tout pris, parce qu'il y a Microsoft Teams aussi, il y en a d'autres, mais quand même, il n'y a que les gros acteurs qui vont rappeler. Notion, pareil, voilà. Dans ce domaine de la recherche, bon, en fin de compte, c'est surtout la qualité et comment, et si tu as des connecteurs qui sont faits pour ce type d'industrie, par exemple, voilà, les gens vont te prendre. Donc, c'est bon ce question. Il y a aussi une barrière au changement d'outils, donc je ne sais pas si vous avez mis en place j'imagine que vous avez mis en place des outils pour importer des bases de connaissances existantes. Et est-ce que vous utilisez aussi la GNA pour ça? Non, on génère des scripts des fois, plein de scripts avec Claude pour aller faire des bases de données custom. Les gens peuvent venir ingérer des API aussi directement. Donc, je leur donne des tokens, ils peuvent venir mettre de la donnée en one shot, ils peuvent aussi venir la mettre à jour s'ils en ont envie. Quand ils ont des trucs internes un peu obscurs, ils savent qu'ils ne trouveront personne sur le marché pour. Donc voilà. Super V2 qui sort avec, là on en a parlé, c'est avec l'orchestrateur qui va être plus avancé et on va pouvoir même, par exemple, voir en avance la phase de planification et la modifier. Donc, ça veut dire qu'on va pouvoir donner à son planeur, demander à son planeur, fais-moi le plan, on va pouvoir retoucher le plan, le sauvegarder et ensuite le répéter. Un énorme truc qui nous est demandé, c'est je n'ai pas d'exemple, j'en ai 10 000, mais c'est par exemple aussi donne-moi les bugs les plus urgents à fixer pour des clients en attente de paiement, machin. Il semble on va faire tout le temps la même requête et on va pouvoir le préconfigurer. Voilà, Polo peut bosser, je pense qu'il peut bosser. En tout cas, il arrive à mieux trouver de l'information. C'est-à-dire que la personne qui est en télétravail arrive à poser une question. On peut retrouver, c'est assez phénoménal, des trucs qui ont été fixés des mois avant. On peut revoir les historiques d'issues sur 6 mois, avec énormément de contexte pour les ingénieurs. Niveau produit, quand on a les nouveaux PM qui viennent, ils se la question du nouveau PM dans une boîte, ils se demandent est-ce que ça a déjà été essayé, quand, par où, si on a des résultats. Voilà, ils peuvent demander et ils vont retrouver leur info. Clairement, quelqu'un, pas forcément Polo, mais quelqu'un en télétravail un peu isolé, et il faut trouver beaucoup plus de réponses à ça. C'est stylé ça comme cas d'usage, justement, toutes les phases d'onboarding et tout pour des profils produits ou techniques. Tu as toujours 1 milliard de questions, tu sais jamais trop à qui demander en termes d'interlocuteurs parce que tu ne sais pas une chat tapée et tout ça. C'est clair. C'est plein d'historique quoi. Ouais. Bah justement, c'est pour ça que tu vois, par exemple, toutes les boîtes de moins de 50 personnes, elles sont intéressées mais elles sont curieuses.
Les boîtes qui viennent et achètent très rapidement, c'est des boîtes de 100, 200 qui ont du turnover et que, en fin de compte, parce qu'en plus, ils ont du turnover ou sur les fonctions support, ça c'est plus simple à vendre, comme ça ils sont dans leur support client, ils ont directement les réponses suggérées, qu'ils n'ont plus qu'à copy-paste. Mais ensuite, pour l'aide de jeune PM, de junior dev aussi. Pour intégrer des freelances aussi. Pour intégrer des freelances, exactement. Pour de cibler des entreprises qui ont tendance à recruter beaucoup de freelance avec un turnover pas plus ou moins important, mais peut être intéressant. Ouais. C'est marrant à faire une recherche, c'est que tu donnes aux gens et tout le monde arrive avec son petit. Et c'est pour ça, en fait, c'est essayer de faire une recherche qui s'adapte un peu à tous, quoi. Mais du coup, il faut donner de la customisation et en même temps, pas trop, parce que nous, ce qu'on veut pas, c'est laisser les utilisateurs choisir leur modèle, tu vois, choisir leur format de réponse, en fait. Ça, c'est notre travail produit, quoi. Ce que Dust fait, d'ailleurs. Ce que Dust fait, ouais. Propose de choisir le modèle cloud. Exactement. Voilà, et du coup, et par contre, Dust, quand ils ont toujours un champion en interne. Nous aussi, on a toujours un champion en interne. Mais Dust, ils ont quelqu'un qui est technique, qui vient setup, qui vient évangéliser le truc en interne, qui fait les bons paramétrages, qui configure les agents dans Slack. Et vous avez complètement passé ce. On essaye, en tout cas. C'est pas qu'on a réussi. Exactement. Nous, on essaye d'avoir le moins de customisation possible, d'être un peu plus généraliste, quoi. Du coup, un peu moins précis aussi des fois, quoi. Ou alors une complexité un peu cachée, c'est-à-dire qu'au début ça semble assez simple, et en fin de compte quand tu veux commencer à tweaker, il faut que tu mettes les mains dans le cambouis un peu plus tard. Mais au Dust, la barrière elle est assez claire, c'est pas vraiment une barrière, mais tout est assez montré dès le début. Voilà. Et où est-ce qu'on peut tester le produit? Super Framework, c'est en bêta fermée par contre. Donc je suis désolé, mais vous pouvez nous contacter et on sera content de faire une démo et on fait des pilotes. Donc on le donne en gratos pendant 2 semaines, 1 mois, pour que les gens essayent. En fait, ça nous coûte assez cher à chaque pilote pour l'instant encore. On essaye de. Ouais, ça nous coûte assez cher. Ça ne coûte pas vraiment en matière de cash, c'est genre, on a encore des problèmes de synchro sur certaines sources, problème de permission à venir débugger en direct avec le client pour vraiment que la phase initiale soit finie. Donc on essaie de réduire ça en ce moment. Cette phase d'onboarding soit plus coûteuse pour nous, mais pour les gens aussi, quoi. Donc, voilà. Vous avez un plan perso? Hein? Vous avez un plan perso? Non. Et là même, je pense qu'on était à 10 personnes minimum, là on va monter à 20, je pense qu'on va même monter à 50 minimum. Ouais, c'est pas pour des structures. Ouais, parce qu'en fait, le volume de données et l'intensité de l'indexation, elle est pas rentable à vendre. Mais en perso, par contre, je peux faire une relation avec Dust, faire un compte perso à 30 $ par mois. Ouais. C'est quoi les connecteurs les plus demandés, ceux qui sont les plus pertinents? Les connecteurs les plus demandés que vous avez, hein? dans les cas d'usage que vous avez? Les connecteurs les plus pertinents, ça va être toutes les bases de données connaissances. Confluence. Là, tu parles de ce type de connecteur ou? Ouais, c'est ça, ouais. Quels sont les connecteurs qui se vendent le plus ou qui sont... Ouais, toutes les bases de connaissances. Ensuite, c'est tous les issue trackers. Donc Jira, Trello, voilà, tout ça. Parce que on a aussi un public de CPO, Chief Operations, PM. Donc c'est des gens qui sont aussi dans ces outils-là, donc ils nous demandent. Pas forcément ceux qui achètent le plus d'ailleurs, mais c'est ceux qui demandent. Et en fin de compte, ce qu'ils veulent tous, c'est des CRM. Ils veulent tous leurs infos clients directement dedans, parce que c'est ça qui est le graal un peu pour eux, c'est de dire les 5 clients que je vais avoir en call aujourd'hui, je veux que tu me prépares le brief d'aujourd'hui, ce que je dois dire aux 5. Et voilà, donc ils font 2 emails, ils reçoivent le brief de tous leurs clients, et après ils se préparent leur journée par un pre-sales, ou les CEO d'ailleurs, des gens qui font des interviews de recrutement aussi, préparent énormément leur briefing d'interview avec, pour avoir des questions pertinentes après les premiers rounds d'interview par exemple, et qui par ensuite un tempête de boîte, donc ça on peut configurer ça, super. Voilà. Donc ça va être base de connaissances, tracker, CRM, custom, support client,
après de la doc non structurée, des PDF, des docx, des images, des présentations PowerPoint, on peut aussi dropper juste des fichiers comme ça, hein, une fois ils sont indexés. Et après c'est bien en train de faire, on passe un temps à faire un crawler web. Donc les gens souvent ils ont plein d'informations publiques sur internet et ils veulent aller le crawler ou alors crawler des compétiteurs par exemple. Donc là récemment, voilà, c'était plus je veux pouvoir aller crawler mon compétiteur, ça donne des connaissances pour pouvoir faire une feature comparison entre moi ce que je propose et ce que fait mon client. Voilà. Donc ils vont crawler 400 pages. Et donc le web c'est très bien. Et c'est quoi ton argumentaire, on va pas se rentrer directement, mais face à un potentiel client qui a un vrai intérêt, d'après ce que tu as analysé, un vrai intérêt à adapter sur l'outil, et qui de nature a tendance à résister au changement. C'est quoi l'approche en fait pour convaincre? Parce que quand je parle, je pense des clients qui, par exemple, bossent beaucoup sur Excel, qui, alors même qui sont des products, hein, mais qui sont longs à changer. Bien sûr. Comment tu les approches ça? Bah, moi généralement je les approche pas trop parce que. Non, moi je parle, je fais 2 clients par jour à peu près. Donc ouais, je fais 1 à 2. Donc je les vois quand même, et généralement, c'est comme, pour l'instant, c'est quand même des gens qui viennent nous voir avec un besoin, et c'est des gens qui vont être moteurs ensuite en interne chez eux. Donc par exemple, ils vont plutôt nous demander, eux ils sont persuadés que c'est ce qu'il faut, c'est qu'il y a des Nedis par exemple. Nedis, voilà, la personne qui était chargée des opérations était sûre qu'il fallait quelque chose comme ça, parce qu'elle y avait partout. Ensuite, c'est comment on peut préconfigurer des assistants. Par contre, le changement il va être fait quand on va donner un assistant à quelqu'un et que en fait, tu peux plus s'en passer. Enfin, il faut trouver des bons. Donc, le support client très facile, sales très facile, mais ça peut être, franchement, comprendre la personne, son métier, quelque chose de récurrent qu'elle fait, l'information qu'elle n'a jamais. Des fois, ça peut être un assistant personnel Slack. On fait ça des fois pour des gens qui sont un peu réfractaires. On va prendre tout leur Slack, là où ils bossent généralement, on va leur montrer toutes les infos qu'ils ont manqué la veille, on les condense et on leur envoie dans Slack directement. Par exemple. Ils sont bluffés, ils disent parce que je sais pas, ils sont en 80% très pas le mercredi, le jeudi, ils reçoivent le sommaire de ce qui se passait la veille et là où ils doivent aller intervenir avec les liens précis où il faut aller pour cliquer. Et donc voilà, ça c'est des cas personnels. Généralement, c'est plutôt faire des assistants qui ont une réelle valeur et les gens sont convaincus. Si tu n'y arrives pas, soit c'est parce qu'on ne supporte pas les sources, peut-être utiliser Excel par exemple, on ne supporte pas. Et donc du coup, pour l'instant, on ne parle pas à ces gens-là. Pas encore. Parce que là, on va faire l'indexation le mois prochain de toutes les bases SQL, BigQuery et tout. Donc, voilà. Et on espère pouvoir faire rentrer des tableurs Excel, j'en suis pas sûr, mais un petit peu dans ce même mood, quoi. On va pas venir indexer dans les tables SQL et les tableurs Excel, mais en fait, c'est la même stratégie, c'est tu fais une indexation partielle. En fait, genre, tu indexes le type de la spreadsheet et le type de données qu'il va y avoir, et ce que tu vas pouvoir y calculer aussi. Mais tu n'indexes pas la spreadsheet. Par contre, ton moteur, ton agent, va pouvoir retrouver le tableur et lui performer une action de calcul à la demande en fait. Et ça va être pareil. C'est la naïveté avant de l'avoir développé. Mais j'ai fait un proto qui m'a marché, mais voilà. Et pour les bases de SQL, je pense que ça marchera pareil. C'est donner du contexte avec les colonnes de ta database, donner ce qui est stocké, peut-être même récupérer les 50 premiers champs de la base pour donner un peu au LLM de contexte. Ensuite, performe la requête uniquement à la demande de la personne. Tu parles justement d'entêtes de table. Ça arrive des fois que les entêtes soient très mal données. Ouais. Est-ce que malgré tout, il y a de se sentir et à comprendre, faire les connexions? Non. En fait, si elles sont mal nommées et si en plus, en faisant la requête des 50 premiers champs, ça t'arrive pas beaucoup plus. Non. Ce qu'on voit à peu près tous les outils, c'est qu'ensuite ils te laissent rajouter du contexte. Donc tu peux ouvrir dans l'outil super la connexion, tu vas pouvoir rajouter du contexte sur une colonne par exemple pour dire alors elle s'appelle je sais pas banana mais c'est bien mes utilisateurs là. Voilà. Généralement tu peux aller à la main sur du contexte. D'ailleurs pas que sur des tables.
aussi, il y a tout un vocabulaire de boîte qui est hyper important. Des fois, des gens entendent des choses différemment selon les boîtes. Et donc, du coup, il y a un espèce de glossaire que tu peux aller remplir aussi pour dire chez nous, COD, c'est, je sais pas, c'est comme ça qu'on appelle le product requirement par exemple. Rien. Donc, ouais. Il y a un contexte aussi qu'on ne peut pas deviner en fait. Une petite question encore. Est-ce que vous avez pu mesurer le gain du passage à Super V2 avec les agents par rapport à la version précédente avec le RAG? Alors, j'arrive pas très bien encore. Donc on a beaucoup mieux, les réponses sont bien meilleures. On a divisé le coût par 3. Donc en gros, une enquête était à peu près de $1,20. Parce que les tokens sont petits? Ouais, tu donnes beaucoup moins en fait. En fait, vu que tu vas avoir des recherches beaucoup plus précises, tu vas avoir un écrémage, bah, tu ramènes beaucoup moins de sources et en fin de compte, ce qui coûte cher, c'est les input tokens OLLM, donc on arrive 3 fois moins, donc c'est 3 fois moins cher. Les réponses du coup sont meilleures, mais non, de toute façon la qualité c'est compliqué à estimer. Nous on est très contents de ce qu'on a fait, mais pour l'instant, je sais pas. Moi je pense que c'est mieux, mais on commence à le tester avec les clients. Déjà 3 fois moins cher, c'est évident. Ouais, mais c'est 2 fois plus long. Mais les gens patientent au final. Nous, en fait, on avait une expérience de Slack, la base de connaissances, où on avait des timings hyper serrés pour ouvrir des notes, passer des notes, les tables clavier et tout. On était un peu stressé du timing. Les gens commencent à être éduqués avec les LLM à devoir attendre un petit peu. Ouais, puis si t'as le mode avec le mail, comme tu disais, ou d'autres modes un peu asynchrones. Ouais. Puis même, je pense qu'on va faire un mode rapide là. Ouais. On va faire un mode rapide, on va faire compte, on fait juste une grande recherche sémantique, s'il n'y a pas besoin de faire plus. C'est une question, enfin, en soi, c'est une question juste pour le coup de design. Ouais. Dans le sens où, comme tu disais, maintenant les LLM classiques, ils disent ça va prendre un petit peu de temps. Je te montre où est-ce que je suis en train de chercher, je te montre que ça processe, ça peut prendre 15, des fois, quand tu as un vrai travail de prompting en amont, des fois ça peut prendre une minute de réflexion pour te tirer quelque chose de concret. Ouais, de montrer le plan et puis de suivre le plan. Hein. Ouais, c'est ça. Donc là, pour la V2, on a refait justement comment on montre le plan et aussi lancer les agents en parallèle. Quoi. En fait, au début, pour être safe, tu veux faire un plan bien étape par étape. Le moyen d'être rapide, c'est que tu lances tous en même temps. On n'a pas encore fait. Tu peux me dire ce que tu utilises comme base vectorielle? Comme base vectorielle, alors moi, c'est clairement là où je m'arrête niveau technique parce que nous, on utilise Elasticsearch en tout cas. Ok. Voilà. On utilise Elasticsearch. Et tu veux savoir les noms que vous utilisez juste en base vectorielle pour pouvoir. Donc j'ai bien compris que vous crawlez l'ensemble des sources, mais après où est-ce que vous les déversez? Dans Elasticsearch. Dans Elasticsearch, ok. Ouais, tout est dans Elasticsearch. On les vectorise, on les met dans Elasticsearch, on stocke les métadonnées sur Elasticsearch aussi. Enfin, en gros, un document c'est un ensemble de fragments dans Elasticsearch. Enfin, en gros, un document c'est un objet dans Elasticsearch. On utilise uniquement que ça. Franchement, ça marche trop bien. Elasticsearch c'était très. Et je crois qu'ils sont très contents de l'avènement de l'AI parce que ils vont en faire. Voilà, c'est très facile de faire avec Elasticsearch. Ouais. Puis même en plus tu peux avoir des clusters par client, donc même là on peut faire même des multi-régions. Ouais, c'est franchement plein de trucs qui sont compliqués, genre LangGraph, un petit peu tout ça, toutes ces technos-là, un peu nouveau. Autant Elasticsearch c'est éprouvé et franchement on a vraiment zéro souci quoi. Ouais. Merci. Pas trop mal. Est-ce que vous travaillez principalement sur des clients francophones et des données francophones? Comment vous avez géré votre stratégie de langue un peu plutôt anglais et des LLM anglais? Enfin, il y a déjà eu un peu là-dessus quand même. Nous on a 3, c'est 30%, 30%. Enfin c'est un tiers français. Français plutôt européen même. C'est français, un tiers américain, un tiers reste du monde. Pour l'instant, que les LLM, franchement, ils sont très très bons à Mistral. Je sais que Mistral en France dit, c'est très bien ce qu'ils font Mistral et tout, mais tous les modèles sont très bons en français. C'est triste à dire, mais pour moi il n'y a pas d'avantage à switcher aujourd'hui sur le modèle. En tout
cas pour le français. On a beaucoup de clients néerlandais, allemands, ça fonctionne très bien pour eux. Le multilangue, par contre, sont des équipes qui sont écrites dans plusieurs langues. J'ai pas encore eu beaucoup. Peut-être ça va être ma limite, mais en tout cas, le multilangue, étant donné qu'un client parle une langue, ces documents sont écrits en une langue et la recherche fonctionne. Je crois qu'on a une équipe franco-américaine, japonaise américaine, ça fonctionne. Franchement, combien de temps, j'en sais rien. Je sais qu'un jour, ils vont se faire un problème de vectorisation qui ne fonctionne pas du tout, mais c'est pas. En tout cas, on a un petit modèle d'inférence de langue pour tout le temps détecter la langue. Et parce que ça, c'était un problème des LLM, maintenant, ils n'ont plus aucun problème de langue. Maintenant, ils ont été assez entraînés avec plusieurs langues. Au début, il y avait un problème, ils se plantaient souvent le français, l'italien. On avait un petit modèle au début, mais maintenant. Et du coup, vous stockez des données dans la même langue ou comment vous gérez cette attaque? Ouais. Ou c'est le LLM qui fait la traduction? Non, on n'a aucun processing avec le LLM. Alors maintenant, vu que les gens vont poser la question si la base de connaissances en portugais, s'ils posent la question en portugais, j'ai pas un cas de multilangue de gens qui intéressent cette base de connaissances dans une langue différente de qualité. Donc on la stocke comme elle est, en traduction. L'attraction, elle se fait à quel niveau du coup? S'il y a des agents qui font. Ouais, c'est une bonne question. Est-ce que la recherche sémantique fonctionne Ça serait étonnant. Ça serait étonnant. Ouais, je pense pas qu'elle. Mais la question c'est est-ce que dans une recherche sémantique, hot dog et chien chaud, tu vois, sont à côté quoi. Enfin, est-ce que. En fait, est-ce que dans une base vectorielle, les deux, en compte de deux langages différents sont stockés au même endroit? Sûrement. Et du coup, en fait, ils sont récupérés. Et si je vous demande par exemple quelle a été l'actualité de Joe sur Slack hier, ouais. Est-ce que si Joe va parler en portugais, ouais, ça c'est sûr que ça fonctionne parce que je l'utilise tout le temps. Parce que il nous, va me répondre en français. Alors, il va te faire en français, par contre, il va récupérer la donnée bien en anglais, et il va te répondre en français. Ouais. Ça c'est sûr parce que nous, une équipe américaine, anglophone, et moi j'aime beaucoup utiliser le truc en français. Et il va toujours très bien en français. Donc, mais c'est le LM qui doit faire. Ah, c'est le LM, ouais. Je pense que c'est le LM qui fait la traduction à la fin. En tout cas, au stockage, c'est pas traduit, au retrieval, c'est pas traduit, donc c'est forcément le dernier générateur qui va traduire la réponse. Ouais. Bon, c'est bon. C'est fantastique, même. Hein? C'est fantastique, super. Ouais. Bravo. Merci d'avoir participé.